Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de Thé et Lecture, l'émission qui parle de livres. Tous les mois, je lis 1, 2, 3, 12, 24, 100 000 livres, selon si j'ai ou non le temps, et je vous donne mon avis. J'en fais une petite critique. Ce mois-ci, j'ai pu lire 5 livres. J'ai lu Le discours de la méthode, les méditations métaphysiques de Descartes, puis le roman de Renard, et enfin, le discours sur les sciences et les arts, ainsi que le contrat social de Rousseau. Commençons simplement par Descartes. Au début du mois, j'ai lu le discours de la méthode, puis les méditations métaphysiques. Alors, si je parle de ces deux œuvres plus ou moins en même temps, c'est parce qu'elles sont assez liées. En effet, le discours est plus ou moins le livre grand public, tandis que les méditations métaphysiques sont plus pour ceux qui étudient particulièrement la métaphysique. C'est tout, même si c'est plus compliqué que ça. Les méditations sont une partie du discours qui sont plus complètes, plus développées et bien mieux expliquées. C'est pour ça. En soi, je parlerai surtout du discours. Le discours de la méthode, qui est publié en juin 1637. Au départ, le texte était un discours servant d'introduction à la dioptrique, aux météores et à la géométrie de Descartes, qui souhaitait par ce discours, comme il le dit, endivrasser pour faire juger que les nouvelles opinions qui se verraient dans ses livres n'étaient point conçues à la légère. Descartes cherche à créer une science nouvelle, une science qui ait des fondations suffisamment solides pour pouvoir chercher la vérité. Ce discours, c'est aussi l'exposé de tout le cheminement intellectuel, du regard critique porté par Descartes sur les enseignements qu'il a reçus. Petite note, la référence en science encore à son époque, c'était Aristote. Il propose une méthode nouvelle pour éviter toute erreur. Pour reconstruire la science, il va s'inspirer du doute sceptique en allant jusqu'à douter des savoirs mathématiques ou géométriques. C'est d'ailleurs dans le discours de la méthode que Descartes dit « je pense donc je suis ». Même s'il s'est expliqué bien mieux dans les méditations métaphysiques sous la forme du « je suis, j'existe ». Dès le début du discours, Descartes part du postulat que chaque être humain possède une raison, mais tout le monde ne s'en sert pas correctement. De plus, pour lui, nous sommes tous remplis de préjugés, d'opinions fausses, de croyances, et surtout d'un savoir que nous ne remettons jamais en question, et c'est pourquoi il cherche à créer sa science nouvelle. Et en soi, c'est par ce discours que la philosophie, qu'on appelle cartésienne, naît. Pour lui, il faut toujours être méfiant avec tout ce qu'on nous apprend, avec tout. Il ne faut jamais prendre pour argent comptant chaque connaissance, et Descartes a l'impression que tout ce qu'il a appris était ou bien faux, ou bien erroné, ou bien incertain. Donc il a développé une méthode assez simple, en réalité, qui tient plus ou moins en 4 points. Tout d'abord, il ne faut pas prendre pour vrai quoi que ce soit, sauf ce qui est évident. C'est-à-dire ce qui se présente clairement à l'esprit, de telle sorte qu'on ne puisse jamais le mettre en doute. Ensuite, il faut décomposer, c'est-à-dire faire comme en mathématiques, devant une question complexe, on décompose, on va par étapes, pour arriver jusqu'à la conclusion. On prend ce qui est compliqué et on le simplifie. Ensuite, il faut partir du plus simple pour aller au plus complexe. Ce qui est assez logique par rapport au deuxième point. Avant d'essayer de comprendre les choses complexes, comme les trous noirs, il vaut mieux essayer de comprendre les choses simples qui en découlent en premier lieu. Enfin, il faudrait vérifier chaque élément de la démonstration. Voilà, ça c'est la méthode cartésienne. Une fois sa méthode en place, Descartes va chercher s'il est possible ou non de trouver ou créer des vérités. Il va donc commencer par douter de tout, de ses sens, des mathématiques, de la géométrie, mais il va finir par en déduire ce qu'on appelle le cogito. Je pense donc je suis. Puis il démontrera aussi l'existence de Dieu par la même occasion. Je m'arrête là dans la récitation du livre, je vous invite à lire les deux œuvres. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Pour les deux œuvres, j'ai relativement apprécié les livres. Je me suis fait la remarque que Descartes savait vraiment bien argumenter, savait bien démontrer, et si je devais vous donner un exemple des qualités philosophiques et démonstratives de Descartes, ce serait la déduction du cogito. Descartes va douter de tout, de ses sens, parce que effectivement, si je doute de mes sens, c'est parce qu'on ne peut pas s'y fier. En effet, quand je vois une tour ronde au loin, quand je m'approche, elle se retrouve carrée. Laquelle forme est la bonne au final? Et lorsque je rêve, mes sensations peuvent être réelles. Pourtant, elles ne le sont pas. Chuang Tzu, dans son Zhuangzi, il disait « Est-ce que Chuang Tzu rêvait du papillon ou bien l'inverse ?» En gros, qu'est-ce qui est réel? Et on peut enlever tout ce qu'on a pu déduire de nos sens. Ainsi, il ne resterait vraisemblablement que les mathématiques ou la géométrie. Cependant, Descartes suppose qu'un malin génie le trompe pour que 2 et 3 jouant ensemble formeront toujours le nombre 5, et donc finir par douter même des vérités mathématiques. Ainsi, il se demande ce qu'il reste.
eh bien, il reste ce je, cette conscience qui est trompée. Il reste ce je, cette conscience qui est trompée par le malin génie. Ainsi, si tant est que ce génie trompe, il trompe quelque chose. Je. C'est pourquoi ce je existe. Ergo sum, ergo existo. Ce qu'il dit. J'ai aimé, c'est d'une part l'argumentation, d'autre part la volonté de créer une science nouvelle et de créer des vérités. Je le rappelle, c'est l'un des buts de la philosophie. Descartes est plutôt bien écrit et rédigé. Même si le français du XVIIe siècle n'est pas aussi simple que ça, j'ai trouvé cependant le style assez lourd et trop, on va dire, simpliste si je compare avec Nietzsche qui écrit de manière plus poétique. Le style est trop formel, même si le côté subjectivité avec l'abondance de « je » m'a plutôt plu. J'ai mis aux deux œuvres la note de 14/20. Ensuite, j'ai lu le roman de Renard, l'édition que vous voyez à l'écran, ainsi qu'une édition plus complète. Je vais vous lire un résumé. Renard, rusé, habile, et surtout beau parleur, a plus d'un tour dans son sac lorsqu'il s'amuse à piéger Isengrin le loup, sot et glouton. Siesselin, le corbeau, Chanteclair, le coq, Dame Pinte, la poule. Mais là d'être dupé par ce goupil malicieux, les animaux lui complotent leur façon une drôle surprise. Rira bien qui rira le dernier. Alors, l'œuvre n'a pas vraiment d'auteur précis, tous ne sont pas connus, on peut en citer quelques-uns, mais tout ce qu'on sait en réalité c'est qu'elle a été écrite entre le XIIe et le XIIIe siècle. Ce sont donc des textes satiriques qui critiquent la société médiévale. Logique, c'est un fabliau, une farce, c'est le but. Notamment parodiant les chansons de gestes et les romans courtois. On a une critique de la société féodale, noble le lion, roi par excellence, qui se mêle que très peu des affaires de ses barons, sauf pour faire tuer Renard. Renard est pendant certaines histoires affamé. Renard, voire toute la société, est violent. Isengrin, lui, est bête et revanchard. Mais t'as vu que le fait de personnifier des animaux sert aussi à ne plus avoir peur d'eux. Par exemple, Isengrin le loup est décrié, on se moque du monstre du diable. On a un effet cathartique qui cherche à faire rire, à banaliser le loup, à le rendre moins effrayant. Et le fait que Renard gagne tout le temps contre Isengrin sert aussi à ça, à se moquer. Et toutes les histoires sont là pour te faire rire, pour critiquer, mais aussi, et surtout, le rire. C'est donc pour ce côté satirique, ce côté comique et ce côté critique et peinture de la société médiévale sur près d'un siècle, ce style léger, simple et appréciable que j'ai aimé ce livre. Et que ce livre m'a véhiculé de nombreuses émotions, la peur, le rire, le soulagement. Pour moi, ce livre véhicule des émotions. Certes, c'est le but de l'art, mais il les véhicule correctement. J'ai été soulagé par exemple en voyant que Renard avait pu être sauvé de l'échafaud, après tous les méfaits qu'il a commis. On apprécie Renard, on finit par aimer ce goupil rusé, même dans ses malheurs. On adore se moquer de la maladresse et de la bêtise d'Isengrin, et on finit par s'amuser de la crédulité et de la bonté du cousin Grimbert le blaireau. On finit par s'émouvoir quand Pinte et Chanteclair sont attristés par la mort de Dame Copette. On déteste Tibère, le chat, pour ce qu'il fait subir à Renard. On est attristé par la peine et l'épouvante de Dame Hermeline, la femme de Renard et celle de ses enfants, Perceval, Revel, Malbranche. En bref, je lui ai mis la note de 16/20. Enfin, j'ai lu le discours sur les sciences et les arts, ainsi que le contrat social de Rousseau. Alors, on va parler en premier temps du premier discours, dans lequel Rousseau critique avec véhémence la science et l'art. Dans le premier discours, Rousseau répond à la question posée par l'Académie de Dijon en 1750, si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs. En deux axes, il va montrer que les sciences et les arts n'ont en rien contribué à rendre l'humanité meilleure, au contraire, elles ont corrompu les hommes. Elles les ont éloignés de la vertu. Rousseau va critiquer, entre autres, le principe du panem et circenses, car cela affaiblit les hommes et rend les tyrans toujours plus puissants. Pour Rousseau, les arts et les sciences, en s'avançant à la perfection, ont corrompu les hommes, les ont rendus plus dociles et soumis. Les sciences et les arts dénaturent l'homme, dans le sens, ça arrache l'homme à sa nature.
les hommes perdent leurs qualités naturelles, notamment les qualités guerrières et morales, surtout quand l'éducation et l'instruction ne sont fondées que sur ça. Le luxe va même jusqu'à corrompre les artistes qui créent ce luxe. D'ailleurs, c'est déjà ce qu'expliquait Socrate quand il parlait avec certains artistes pour voir si les derniers savaient ou non des choses, puisque lui-même ne savait rien. Et particulièrement apprécié l'œuvre, le style de Rousseau, l'argumentation et même les idées. J'ai aussi apprécié les références que Rousseau a utilisées et la façon de les utiliser. Le style est plutôt léger, ça se lit facilement. Les idées sont assez limpides, même si je vous recommande de toujours vous renseigner par vous-même pendant et après la lecture. Certes, il y avait cette impression de lire un essai, mais cette impression est assez faible en réalité. Et c'est pour cela, et le plaisir que j'ai eu à le lire, que j'ai mis la note de 15. Terminons donc la vidéo avec le contrat social, écrit en 1762. Ce livre suit normalement le second discours que j'ai déjà lu, discours sur l'origine de l'inégalité, et essaie de démontrer l'intérêt du contrat social. Pourquoi les hommes se sont unis alors qu'on était à l'état de nature. Il essaie de montrer le type de législation qu'il faut avoir, la meilleure forme de gouvernement possible et la constitution de l'État. Je ne vais pas trop expliquer le contrat social, mais quiconque a envie de comprendre mieux la politique, je lui conseille ce livre, ainsi que le second discours, le Léviathan de Hobbes, du Citoyen de Hobbes, et les œuvres d'Aristote traitant de philosophie politique, évidemment. J'aimais ce livre pour toute sa dimension politique, pour son style, pour toutes ses facettes, pour l'argumentation de Rousseau. J'aimais le livre, les idées étaient pertinentes, intelligentes et bien écrites. Je lui ai donc mis 15 sur 20 à lui aussi. Voilà l'épisode de ce mois de mai, oui, mais la vidéo sort en juin, je sais. L'épisode du mois de mai est terminé, et je vous ai présenté mes lectures du mois. Je vous présenterai celle du mois de juin à la fin du mois de juin. Je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, à vous abonner et à faire connaître la chaîne. Si vous avez un avis, ou si vous voulez me conseiller des livres, faites-le. Je vous invite aussi à me dire comment améliorer l'émission, qui n'en est qu'à ses débuts. Je rappelle que mes sources sont en description. Vous pouvez lire tous les livres présentés ce mois-ci gratuitement en ligne. Bref, à la prochaine!